Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être là. Je déclare ouvert cette séance extraordinaire du conseil d'arrondissement. C'est une séance un petit peu particulière puisqu'on vote le budget ce soir, donc la mécanique est un petit peu spéciale, mais on espère que ça va quand même être clair pour les citoyens et une expérience positive. Donc, je déclare au point 10.01, je déclare ouverte la séance du conseil d'arrondissement. Je me présente, je suis Pierre Lessard-Blais, le maire de l'arrondissement. Et j'invite les élus et la secrétaire d'arrondissement à se présenter en commençant. On va aller dans l'ordre habituel, soit Louriel, Maisonneuve-Longue-Pointe, il va y avoir la secrétaire d'arrondissement, Hochelaga et ensuite Tétroville. On garde le même ordre là, que le mandat précédent. Donc, j'invite les élus à se présenter. Moi, c'est Alba, la conseillère de ville pour le district de Louriel. Bonsoir tout le monde. Merci, Madame la conseillère de Louriel. Madame la conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe. Bonsoir, alias Anne Cournol, Maisonneuve-Longue-Pointe. Madame la secrétaire d'arrondissement. Bonsoir, Dina Tosheva, secrétaire d'arrondissement. Monsieur le conseiller d'Hochelaga. Bonsoir, Éric Allen Caldwell. Et nouveau conseiller de Tétroville que je tiens à souligner pour sa victoire. J'espère que nous allons avoir un beau 4 ans de collaboration. Bonsoir, Julien Nouratel, conseiller de ville de Tétroville. Bienvenue, Monsieur Enoratel, sur notre conseil d'arrondissement. On peut donc passer au point 10.02, soit l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement. Je propose, appuyé par Mme Alia Hassan Cournol, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Et c'est le bout un petit peu spécial du conseil où est-ce que nous devons suspendre cette séance pour la présentation et l'adoption du budget de fonctionnement 2022 et du budget d'immobilisation 2022-2031. Donc, je propose, appuyé par Mme Alia Hassan Cournol, de suspendre la séance extraordinaire afin de disposer des points inscrits à l'ordre du jour de la séance extraordinaire de 19h05. On passe donc au point 10.01 de la nouvelle séance extraordinaire, celle qui porte précisément sur le budget de fonctionnement et d'immobilisation. Au point 10.01, je déclare ouverte la séance du conseil d'arrondissement. 10.02, je propose, appuyé par Mme Alia Hassan Cournol, d'adopter l'ordre du jour tel que proposé. Point 10.03, c'est là que je fais une rapide présentation du budget de fonctionnement 2022 et du budget d'immobilisation 2022-2031 pour l'arrondissement. Donc, on va avoir Mme Malo qui va m'aider dans la présentation. Merci beaucoup, Mme Malo. Donc, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible et s'il y a des questions, je serai preneur. Donc, l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve aura en 2022 un budget de 70 millions, un budget de fonctionnement de 70 millions et un budget PDI, donc Programme décennal d'immobilisation, de 84,5 millions. Grosso modo, la différence entre le budget de fonctionnement et le budget d'immobilisation, le budget de fonctionnement, c'est ce qu'on paye au quotidien, au jour le jour. C'est le budget régulier d'une famille normale. On paye l'épicerie, on paye le loyer, on paye plein d'éléments, en fait, les vêtements, tout ça. Donc, à l'arrondissement, eh bien, on parle des ressources humaines, on parle des frais de location. Donc, ça, c'est les différentes dépenses de budget de fonctionnement. Le budget d'immobilisation, lui, c'est un peu l'équivalent de l'hypothèque de l'arrondissement. Donc, tous nos grands investissements, que ce soit dans nos routes, dans nos parcs, dans nos immeubles, eh bien, ils doivent être financés sur plusieurs années avec des emprunts via la Ville de Montréal et c'est notre budget donc d'immobilisation 22-31. Donc, on est un arrondissement dont la taille croît constamment en termes de population, bien sûr, pas en termes de superficie. On est à 146 000 personnes
Et nous avons 563 employés à l'arrondissement. On appelle ça des années-personnes parce que ce n'est pas tout le monde qui est à temps plein. Et on voit là les valeurs moyennes des propriétés. 390 000, c'est une valeur plus basse là, que la moyenne montréalaise. Prochaine page, Mme Malo. Donc, ici, on voit le processus d'adoption pour un budget de fonctionnement, nos obligations légales. Donc, les budgets doivent être adoptés par le conseil d'arrondissement. Ensuite, l'arrondissement dépose son budget au comité exécutif. Il y aura ensuite une étude détaillée des budgets de la ville par la commission sur les finances et administration, commission que j'aurai l'honneur de présider et qui est ouverte à tous les citoyens et citoyennes de Montréal. C'est extrêmement... on y apprend beaucoup dans ce processus. Et finalement, le conseil municipal adopte l'entièreté des budgets, incluant celui de la ville-centre. Prochaine page, Mme Malo. On voit un organigramme. Grosso modo, le directeur d'arrondissement est Serge Villandré. Il supervise directement quelques divisions et a sous son autorité 4 grandes directions qui va me faire plaisir de rappeler rapidement. Donc, on a à l'aménagement urbain et services aux entreprises, M. Pierre-Paul Savignac. On a, excusez-moi, les notes sont un petit peu petites, je vais les mettre sur mon écran un peu plus grand. On a on a la direction culture, sport, loisirs, développement social qui est dirigée par Mme Patricia Plante, la direction des travaux publics dirigée par Mme Caroline Saint-Laurent et une nouvelle direction qui va faire du travail transversal et se spécialiser dans le service aux citoyens. C'est la direction des bureaux de projet, direction du bureau de projet et service aux citoyens qui est dirigée par M. José Pierre. Page suivante, s'il vous plaît. Une deuxième. Donc, le budget, on y voit là, plusieurs réalisations à travers l'arrondissement. Au niveau de la transition écologique, on avait prévu 1700 arbres plantés pour cette année. Bien, on a atteint le 2000 par l'arrondissement, donc on est très fiers de cette augmentation du verdissement. On a les les modifications réglementaires qui permettent la réalisation de toits verts, d'agriculture urbaine, l'élevage de poules et donc tous ces éléments facilitateurs et la planification des travaux pour les eaux de ruissellement du secteur Bossuet et Cadillac. Prochaine page, s'il vous plaît. Donc, l'installation du support à vélo. On a un programme de soutien de produits sanitaires durables, donc particulièrement les couches lavables, mais aussi les produits menstruels et la récupération des masques chirurgicaux pour les détourner de l'enfouissement et une modification du zonage pour la protection du boisé Vimont. Prochaine page, s'il vous plaît. En termes à l'aménagement urbain, on a fait quelque chose qui me manquait depuis longtemps à l'arrondissement, particulièrement dans Mercier-Ouest et Mercier-Est. L'élément patrimonial de Hochelaga-Maisonneuve était souvent déjà bien reconnu, mais ça manquait dans Mercier-Ouest et Mercier-Est. Donc, avec l'excellente collaboration de l'atelier d'histoire de MHM, on a fait l'inventaire patrimonial du secteur de Mercier-Est et Mercier-Ouest, un travail qui est en cours, mais le rapport a été déposé et c'est de l'excellent travail. On a le plan directeur de l'écoparc industriel La Grande Prairie qui est beaucoup de travail pour nos équipes. La planification d'un projet particulier d'urbanisme autour du métro Radisson et du centre d'achat Place Versailles. La participation au tout petit chantier de transport urbain qui nous impacte dans l'arrondissement, dont vous avez peut-être parlé du dossier, entendu parler du dossier du REM de l'Est, là, il y a eu quelques articles à ce sujet, et le SRB P9 aussi, dont on souhaite le prolongement jusqu'à la rue Notre-Dame, et la construction de 67 logements sociaux au coin de Honoré-Beaugrain et Souligny. Prochaine page, s'il vous plaît. Plusieurs réalisations en termes de qualité de vie, la piétonisation estivale sur la rue Ontario, des rues ludiques, les balcons bleus sur la rue Hochelaga, la deuxième phase de la Halte Belle-Rive, les budgets participatifs, la brigade neige qui aide nos personnes aînées à mobilité réduite et qui fait de l'intégration sociale en même temps socio-professionnelle pour nos jeunes. Donc,
l'aménagement du parcours des aînés sur la rue Marseille, etc. Prochaine page. Donc, différentes réalisations aussi en termes de parcs et espaces verts. On a enfin réussi à faire la rénovation des 5 parcs à chiens, les aires d'exercice canin. Ça a été long, mais on s'est rendu. Le réaménagement du parc du Perré, de son jardin communautaire, 10 ruelles vertes, et la réfection du chalet de parc Raymond Préfontaine et le skatepark au parc Honoré-Mercier, juste à côté de la promenade Belle-Rive. Prochaine page. Dans nos installations, on a, pour l'accessibilité universelle, installé un ascenseur. Donc, c'était-tu un ascenseur ou c'était un monte-charge, je ne me rappelle plus exactement, au chalet Notre-Dame-des-Victoires. La rénovation de l'enveloppe de la Maison de la Culture Maisonneuve, donc on a différents travaux et des travaux de sécurisation aux abords de 3 écoles en 2021. Prochaine page. On a aussi le démarrage des travaux importants de réfection sur la rue Sainte-Catherine. On se rappelle que les conduites d'égout étaient plus que centenaires. Il y avait même un vieux rail de tramway là, pris dans l'asphalte qu'on pouvait voir. Et c'est un travail qui était fait en collaboration, en concertation avec les commerçants. Il y a eu des présentations citoyennes. On va doubler le nombre d'arbres et tout le monde est très enthousiaste pour ce beau projet et tout le monde a hâte aussi que ça se finisse. Donc, on l'a fait vraiment par section pour réduire le plus possible les impacts. Prochaine page. Donc, on a été bien sûr encore en 2021 fortement affecté par la COVID et les impacts socio-économiques. C'est pour ça qu'on a développé un comité citoyen sur l'itinérance. On a dû réquisitionner d'urgence le centre Pierre Charbonneau pour l'abri hivernal. Et on a quand même là, débloqué des fonds importants pour pouvoir soutenir nos partenaires dans leurs différentes dépenses extraordinaires dans la lutte à la COVID et à ses impacts sociaux qui dépassaient là, donc de 800 000 $. Prochaine page. Nos priorités pour 2022. Prochaine page. La transition écologique. Donc, la consultation citoyenne qui s'en vient sur le plan local de transition écologique. Le projet pilote d'espacement des collectes, favoriser la biodiversité avec la tonte différenciée, les pré-freuries. On souhaite continuer à développer nos ruelles vertes et développer une nouvelle ruelle bleu-verte. On veut aussi continuer à planter un minimum de 2000 arbres par année et pour se rendre à terme à 2500 arbres par année. On veut continuer à développer aussi l'agriculture urbaine et continuer à innover avec notre plan de verdissement 2022. Prochaine page. Nous avons, avec l'accessibilité universelle, nous aurons le bilan du programme MADA, donc Municipalité Amis des aînés, le réaménagement de la zone de rencontre Simon-Valois. On a différents mobiliers urbains, justement, pour de l'accessibilité universelle. On va travailler sur le jardin public aux abords du métro Honoré-Beaugrand, tel que proposé par le budget participatif de Mercier-Est, et l'inauguration d'un jardin collectif dans le faubourg Contrecoeur. Prochaine page. On va travailler sur la conception du skatepark Raymond Préfontaine avec les utilisateurs pour en faire un aussi grand succès que le skatepark Honoré-Mercier. Travailler sur l'accès à l'eau à la promenade Belle-Rive et entamer la conception d'un Water Square à Pierre-Bernard pour gérer les enjeux d'inondation dans le secteur. Et au niveau de la mobilité, eh bien, justement, il y a plusieurs projets de mobilité sur lesquels nos équipes doivent se mobiliser, comme on parlait un peu plus tôt. On va continuer d'apaiser la circulation, particulièrement autour des écoles et sur les rues locales qui en feront la demande. Et voilà, prochaine page. Sur le développement du territoire, on va continuer à planifier les aires de développement résidentielles autour des stations de métro, qu'on appelle aussi TOD, Transit Oriented Development. On a les différentes consultations citoyennes pour les projets structurants, la révision du comité de concertation
Assomption Sud, Longue-Pointe, on s'est engagé après un an de fonctionnement à réviser le fonctionnement et nous souhaitons entamer le plus rapidement possible en 2022 la révision de ce comité pour qu'il soit le plus fonctionnel et inclusif possible. Au niveau patrimonial, on souhaite lancer notre plan d'action culturelle locale, mettre en valeur notre patrimoine et on souhaite planifier la réouverture de la bibliothèque Maisonneuve et de la Maison de la culture Maisonneuve qui devra avoir lieu vers la fin de l'année 2022. Prochaine page. Au niveau des infrastructures, on va bien sûr continuer à faire du pavage et du revêtement. Le secteur Bossuet-Cadillac aussi va nécessiter une attention particulière puisque c'est un nouveau projet pour la gestion de l'eau et des inondations. Au niveau de la participation citoyenne, on veut améliorer le processus d'octroi de permis. On a un chef de division qui travaille très fort là-dessus, M. Lajuzy. On est très content de l'accueillir depuis quelques mois ici. Et on souhaite aussi compléter la démarche de consultation publique sur la vocation du Centre Pierre Charbonneau. Prochaine page. Développement social, on aura le plan d'action local en développement social, la révision du programme en sécurité urbaine. On aura aussi plusieurs travaux là, sur l'amélioration de la cohabitation sociale harmonieuse. Et on souhaite aussi donc s'assurer que nos équipes soient bien conscientes des enjeux ADS+. Et on aura aussi des enjeux en termes de négociation de conventions collectives avec nos cols bleus. Je suis certain que ça va très bien aller. Nos relations sont très bonnes. Prochaine page. Donc, en chiffres, le budget, on y arrive, on y arrive. Le budget de fonction, tantôt je faisais un petit peu... on a le budget de fonctionnement et un comparatif qui va vous être présenté. Prochaine page. Les orientations de notre budget, on parle d'une indexation des transferts de la Ville-Centre de 1%. Et on doit garder en tête que les coûts de rémunération suite à la signature de différentes conventions collectives ont augmenté de 3,6%. Donc, il va y avoir un manque à gagner, vous vous en doutez, parce qu'on doit assumer la hausse de la masse salariale. Et on va devoir cette année limiter, on va devoir en fait utiliser le surplus de l'arrondissement pour équilibrer notre budget. Donc, comme orientation, on doit ajuster la taxe locale pour pallier les besoins locaux et versus les transferts centraux qui ne sont pas suffisants. Et on souhaite aussi limiter la tarification des revenus à 2%. Donc, prochaine page. En termes de budget de fonctionnement, on a ici, tantôt, comme je vous disais, on a 70, c'est pas exact, c'est pas loin de 70 millions de budget de fonctionnement avec une hausse de près de 3 millions comparativement à la dernière année. Prochaine page. Donc, ce qu'on voit ici, je crois que j'ai déjà un petit peu tout couvert ces éléments-là. Excusez-moi, je n'avais pas vu la dernière page. Je veux juste être certain qu'on aborde bien clairement. Donnez-moi un petit instant. OK, oui, on va... c'est différentes informations qu'on voit. Prochaine page. Excusez, je pense que le document est un peu long. La prochaine année, on va faire un exercice de concision. Donc, on voit ici là, les surplus cumulés pour la planification de projet. On a donc l'entretien et la bonification des installations, particulièrement pour le chalet Saint-Victor, parce qu'on sait que dans Merci-Est, il manque de salles pour les organismes communautaires. Et le Centre des loisirs Hochelaga Maisonneuve, là, le CCH, en fait, il y a des surplus qui sont planifiés pour ce projet. Et on a des affectations aussi minimales qui nous sont imposées par réglementation pour la déneigement, la santé et sécurité au travail, la star de justice et les imprévus. Prochaine page. Donc, on voit ici les revenus locaux qui passe grosso modo on est toujours en milliers de dollars, là, donc de 3,1 millions l'année dernière à 3,4 millions. Donc, on a une hausse des revenus locaux de 300 000 $. Prochaine page. Et les dépenses par activité normalisée
toujours un peu le bordel, ces catégories-là, parce que c'est ce que le ministère nous demande, mais c'est très peu parlant. Donc, je vais demander juste qu'on saute la page aussi simplement. Donc, les dépenses en variation. On voit qu'on a une augmentation des dépenses de 2,9 millions à cause principalement quand on voit là, la hausse globale du budget, on a un gros impact sur le respect des conventions collectives. C'est une grosse augmentation de 1,7 million. Et les loyers et autres charges, une augmentation de 600 000. Et donc, voilà, on a une augmentation des dépenses de 2,9 millions. Prochaine page. En termes d'effectifs, on voit ici les modifications. On a les principales modifications, c'est on a un responsable de la transition écologique avec 2 personnes. On a la bonification des activités en culture et bibliothèque et soutien aux organismes. On a la nouvelle structure, la nouvelle direction bureau de projet et services aux citoyens. En fait, la direction avait été abolie et là maintenant, elle revient. On a la gestion des grands dossiers du développement du territoire avec une personne, mais il y aurait du travail pour beaucoup plus. Et on a ensuite gestion des santé et sécurité au travail et l'élagage hivernal, qui sont les principaux ajouts de personnes. Prochaine page, s'il vous plaît. Donc, ici, là, ce que je me demande, OK, là, excusez-moi. Donc, la taxe locale d'arrondissement sera augmentée de 3,8 %. Donc, ici, on peut voir les impacts que cela aura sur une propriété moyenne de l'arrondissement qui est de 390 000. Donc, la variation pour une propriété respectant la croissance moyenne sera donc de 10 $ avec l'augmentation de la taxe locale de 3,8 %. On doit garder en tête que la taxe locale équivaut à moins de 20 % de la totalité de la taxe municipale. Donc, lorsque vous recevez, lorsqu'on reçoit là, les taxes municipales, moins de 20 % sont en lien avec la taxe locale. Prochaine page. Donc, on prévoit donc à l'arrondissement que puisque la valeur moyenne de nos propriétés est beaucoup plus faible que la valeur moyenne des propriétés montréalaises, et si on estime que la ville-centre augmente sa taxe de ville-centre à 2 %, notre taxe locale étant bien sûr à 3,8 %, mais lorsqu'on passe ça dans le filtre que l'augmentation de la valeur de notre parc immobilier est beaucoup plus basse que la moyenne montréalaise, eh bien, le citoyen de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, qui est propriétaire d'une résidence moyenne de 390 000 $, peut s'attendre à une augmentation de taxes approximative de 1,3 % comparativement à la taxe qu'il payait l'an dernier. Donc, c'est un montant qui va être plus bas que l'inflation pour les citoyens de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Prochaine page. Ce serait la période des questions. Y a-t-il des questions de la part des citoyens, Mme Tocheva? Nous venons de regarder notre boîte courriel et il n'y a pas pour l'instant des questions qui concernent le budget à ce moment-là. D'accord. Donc, laissez-moi juste... On en serait... Madame Tocheva, est-ce qu'il y a donc, une fois que la présentation, je dois faire la présentation du budget, du document PDI maintenant, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Parfait.
Présentation PDI. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Donc, on peut aller à la page 3, s'il vous plaît. Page suivante. Donc, ce qu'on doit garder en tête, c'est que généralement, notre budget d'immobilisation doit être réparti de la façon suivante. 75% de nos immobilisations vont à la protection et l'entretien de nos actifs et 25% pour leur développement. Prochaine page. On voit donc ici les critères de priorisation pour les projets d'immobilisation. Prochaine page. On voit donc ici les différents programmes: protection des bâtiments, réfection routière, réaménagement de parcs, apaisement de la circulation, acquisition des petits équipements pour la totalité de notre budget annuel de 8,4 millions en immobilisation. Prochaine page. Les principaux projets en termes de protection des bâtiments, on vient de débuter la conception de la rénovation patrimoniale de l'ancien marché Maisonneuve, l'agrandissement et la mise aux normes des chalets de parc Beauclair, Félix-Leclerc, Morgane, Saint-Victor et Théodore. Au parc Saint-Aloysius, on souhaite rénover et agrandir le chalet et mettre aux normes la pataugeoire. À la Maison de la Culture Mercier, il y a l'insonorisation des murs de la salle de spectacle et du système d'éclairage et trappe à feu. Et à la paroisse Saint-Justin, on fait certains travaux d'amélioration locative. Prochaine page. Ici, on a différents travaux sur la réfection routière, entre autres l'aménagement de la rue Boileau qui va venir compléter les travaux autour du carré Notre-Dame-des-Victoires. Prochaine page. Sur les réaménagements de parcs, on a tantôt on a parlé déjà là, du parc Prémont-Préfontaine avec le skatepark. On parle aussi du terrain de tir à l'arc du parc Pierre-Bédard, l'éclairage du terrain synthétique à Saint-Donat, les aires de jeu des parcs Olivier-Guimond, Félix-Leclerc et Germaine Pépin. Au parc Saint-Clément, on doit refaire l'électricité, l'aire de pique-nique et les terrains de pétanque. Au parc Luriel, on doit faire l'éclairage, les sentiers et les clôtures. On a différents projets de verdissement en lien aussi avec des projets de budget participatif, de la réfection d'éclairage pour des terrains de baseball et du mobilier urbain qui est à refaire dans plusieurs parcs. Prochaine page. Sur l'apaisement de circulation, on a des dos d'âne, du marquage et l'apaisement de circulation autour des écoles. Prochaine page. L'acquisition de petits équipements. Donc, puisqu'on aura une plus grande bibliothèque Maisonneuve, on doit devoir augmenter la collection. Du matériel d'éclairage et technique pour la Maison de la Culture Mercier, du mobilier urbain pour les promenades Ontario et Sainte-Catherine. Prochaine page. Ici, on a les sources additionnelles de financement. Prochaine page. Voilà pour le budget d'immobilisation. Madame Tocheva, est-ce que vous me confirmez qu'il n'y a pas de questions encore une fois? Encore une fois, je vous confirme qu'il n'y a aucune question qui est posée pour le PDI. D'accord, merci. Donc, si je me fie au scénario, excusez-moi. Donc, nous avons présenté les deux budgets. On vient de passer la présentation des budgets d'immobilisation et de fonctionnement. On peut donc passer à la période d'adoption des budgets. Donc, 30.01, adopter et transmettre au comité exécutif le budget de fonctionnement 2022 de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Madame Alba Zuniga-Ramos, vous avez une intervention? Je vous écoute. La parole Juste est un à vous. instant. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Alors, pour cette partie, merci, Monsieur le maire. C'est vraiment le premier budget que j'aurai à voter en conseil d'arrondissement dans mon mandat. Il s'agit pour moi d'un vote important puisqu'au Québec, dans ces paliers supérieurs, les votes budgétaires sont automatiquement des votes de confiance. C'est un moment important que je ne prendrai pas à la légère, en fait. Il y a également le contexte de ce budget qui m'importe. Il arrive à peine un mois après l'élection,
Une élection dans un arrondissement qui a vu un recul pour l'administration en place, en fait. C'est pourquoi je m'attendais à un budget qui allait prendre en compte les principales critiques de l'opposition concernant la gestion des finances, notamment celle de la gestion des dépenses. Mais non, nous avons un budget qui augmente les dépenses de 3,8 3,8 par rapport au budget précédent. Ça me semble beaucoup. Avec respect, vous pouvez jongler avec les pourcentages, faire des contorsions mathématiques et donner des exemples afin de convaincre les citoyens et les citoyennes que leur augmentation ne sera que minimale, alors qu'en effet, on va plutôt grimper des 3,8 dans MHM. C'est plus de ce qui avait été promis par votre administration pendant la campagne électorale. Les citoyens et les citoyennes vont se retrouver avec une hausse des taxes de plus de 2 de ce qui est au-delà des promesses électorales. Au moment de l'élection et lorsque la promesse avait été faite par leur parti, le contexte économique des MHM était le même qu'en ce moment. Vous avez été en pouvoir pendant 4 ans et vous avez une connaissance approfondie des finances de l'arrondissement. Pourquoi alors avoir soutenu une promesse dans les temps des élections que vous ne prévoyez pas respecter en moins d'1 mois après celle-ci? Cela sans compter sur le fait que les coupures que vous allez effectuer vont avoir un impact direct sur des services qui sont déjà en manque dans le secteur. La réalité, c'est dommage, c'est que c'est vraiment un manque, une promesse électorale, juste moins d'un mois après les élections. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Hénoratel. Oui, merci, Monsieur le maire. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Bien, écoutez, pour faire suite à la déclaration de ma collègue de Louis Riel, j'aimerais souligner non seulement le bris de promesse de Projet Montréal de s'en tenir à la hausse de taxes à 2 mais également l'utilisation importante que vous faites de l'utilisation des surplus libres cumulés. Une utilisation en une seule année de la majorité des surplus cumulés est selon moi irresponsable et c'est une solution de très court terme. En plus, les coupures envisagées dans les différents services vont venir affecter le quotidien des citoyens de MHM. Hausser les taxes tout en puisant dans les réserves et en baissant les services, je trouve ça inacceptable. C'est pourquoi je m'oppose à l'adoption de ce budget et je demande un vote par appel nominal, demande qui est appuyée par ma collègue de Louis Riel. Merci. Merci, Monsieur Hénoratel. On va pouvoir faire un vote par appel assurément, mais c'est important pour moi de répondre aux critiques que je viens d'entendre. Donc, je comprends que la mécanique parfois pour la taxation montréalaise avec la taxation de la ville-centre, la taxe locale, la taxe de l'eau, tout ça peut être un peu complexe à comprendre. C'est pour ça que c'est très important pour nous de dire aux citoyens de Mercier-Hochelaga, Maisonneuve, de combien leur compte de taxes va augmenter en dollars réels comparativement à l'année dernière. Bien sûr, on n'a pas encore eu l'orientation finale de la Ville-Centre sur leur taux de taxation. Mais en utilisant l'hypothèse que la Ville-Centre utilise un taux de taxation à 2 avec notre taxe locale, le citoyen de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve verra son compte de taxes augmenter en moyenne de 1,3 Donc, on peut focusser là, sur la taxe locale, mais la taxe locale n'est qu'une petite partie de la taxation globale des Montréalais et c'est impacté par la faible valeur foncière de l'arrondissement. Comme on a essayé de vous l'expliquer lors des rencontres avec la fonction publique, la moyenne de la valeur foncière dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est de 390 000 alors que pour la Ville de Montréal, en moyenne, c'est plus de 700 000 Donc, on doit prendre ça en compte. Donc, moi, en tant que citoyen, quand je regarde, est-ce que mon compte de taxes va augmenter dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, en dollars réels, il va augmenter de 1,3 Donc, on est absolument en bas de la promesse électorale de garder ça en dessous de l'inflation, en dessous de 2 Donc, je me dois de remettre les pendules à l'heure sur cette question.
Je trouve un peu particulier aussi qu'on me dise à la fois qu'on dénonce qu'on utilise les surplus pour boucler le budget, et qu'on dénonce à la fois qu'on ne coupe pas assez dans les services. Pourtant, lors d'une rencontre de travail avec Mme Alba Zuniga-Ramos, elle-même nous a fait la demande de réduire les coupures proposées par la fonction publique et d'utiliser davantage de surplus pour compenser et équilibrer le budget. Donc, on ne peut pas nous dire maintenant on n'aurait pas dû utiliser le surplus parce que lorsque j'ai consulté Mme Zuniga-Ramos, elle-même m'a demandé, et j'étais d'accord avec elle, de réduire les coupures proposées par la fonction publique et d'augmenter l'utilisation des surplus. Donc, sur ces clarifications, ça va me faire plaisir avec mes collègues de peut-être pouvoir mieux expliquer le processus. Là, je comprends que ça a été un petit peu rapide, mais je pense qu'on remplit très bien les orientations qu'on avait proposées et Montréalais. Et ça va me faire plaisir de leur expliquer le processus pendant les prochains mois, lors du prochain budget pour 2023. Sur ce, je pense, Madame la secrétaire d'arrondissement, vous pouvez faire l'appel de vote nominal. Merci, Monsieur le maire. D'abord, je voudrais savoir, vous proposez l'adoption du budget de fonctionnement qui vous soutient? Oui, je propose appuyé par M. Caldwell. Merci. Maintenant, nous allons procéder au vote par appel nominal. L'ordre est décrit par le règlement de régie interne et je vais poser la question individuellement à chaque conseiller et je commence par le conseiller du district d'Hochelaga. Monsieur Caldwell, est-ce que vous êtes pour ou contre l'adoption et la transmission au comité exécutif du budget de fonctionnement 2022? Pour. Merci. Je passe à la conseillère du district de Maisonneuve-Longue-Pointe, Madame Hassan Cournol. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'adoption et la transmission au comité exécutif du budget de fonctionnement 2022? Je suis pour. Ensuite, je pose la question aux conseillère du district Louis Riel, Madame Zuniga-Ramos. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'adoption du budget de fonctionnement de 2022? Je suis contre. Finalement, monsieur le conseiller du district de Tétraville, monsieur Eno Rattel, est-ce que vous êtes pour ou contre l'adoption et la transmission au comité exécutif du budget de fonctionnement 2022? Je suis contre. Monsieur le maire, est-ce que vous voulez vous prévoir de votre Oui. droit de vote? Oui, je vais voter, je suis pour. Merci. Merci. Donc, le point 30.01 est adopté à la majorité. Merci beaucoup. 30.02, adopter et transmettre au comité de la Ville de Montréal le programme décennal d'immobilisation 2022-2031 de l'arrondissement. Merci, Hochelaga-Maisonneuve. Monsieur Eno Rattel. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Écoutez, je vis un inconfort assez majeur en ce qui concerne le plan décennal d'immobilisation de l'arrondissement. Non pas parce que je suis contre les projets prévus à Tétroville, mais plutôt en ce qui concerne le nombre de projets prévus pour le district. Je ne peux pas en discuter publiquement de la liste des projets prévus, cette information n'ayant pas été rendue publique par votre administration, mais je trouve injustifiable que Tétroville ait moins de 10% des projets prévus dans le plan pour le mandat actuel, alors que nous représentons près de 30% de la population de l'arrondissement. C'est pourquoi je demande donc à faire inscrire ma dissidence sur ce point. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions de la part de conseillers? D'accord. Je vais prendre en droit de réplique une réponse. Monsieur Eno Rattel, il y a deux éléments, je pense, que vous devez garder en tête dans votre critique.
Premièrement, comme je l'ai dit dans la présentation sur l'utilisation prévue des surplus, il y a des montants prévus, entre autres, pour l'agrandissement du parc du chalet de parc Saint-Victor, qui vont être un investissement immobilier dans Tétroville. Et cet élément-là ne fait pas partie du budget d'immobilisation, mais le montant est dédié avec l'utilisation des surplus. Donc, ça fait quand même pencher la balance un petit peu plus du côté de Tétroville. Cela dit, je partage avec vous l'inquiétude du déséquilibre entre les installations de l'arrondissement. Et c'est vrai, par exemple, la question d'un gymnase dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve nous a été longtemps demandée. En fait, elle était demandée du temps de M. Ménard, votre conseiller, pas votre conseiller, mais votre candidat dans Hochelaga. M. Ménard a décidé de construire une piscine. C'était aussi un besoin, d'accord. Mais il y a un besoin de gymnase, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'on doit entretenir nos équipements. Et ça pèse très lourd dans nos budgets. Et ensuite, et on sait, là, par exemple, les éléments patrimoniaux, comme l'ancien marché Maisonneuve, le centre Pierre Charbonneau, ce sont des éléments qui gobent beaucoup d'éléments dans nos investissements. Donc, ça crée un certain déséquilibre. Là-dessus, je suis assez d'accord avec vous. Cela dit, M. Hénault-Rattel, c'est quand même très particulier de votre part de dénoncer le déséquilibre pour Tétroville, alors que votre parti même demandait la construction d'un gymnase dans Hochelaga-Maisonneuve et non pas dans Tétroville. Ça me dépasse que les enjeux de déséquilibre de l'offre de services entre l'Est et l'Ouest de l'arrondissement, vous ayez pu les accepter pour faire des points dans Hochelaga-Maisonneuve, mais que là, vous les dénoncez pour faire des points maintenant que c'est le moment du budget. Donc, je vous demanderai un petit peu de cohérence dans vos propos. Et cela dit, sur la question du déséquilibre, ça va me faire plaisir de discuter avec vous de l'équité des services à travers l'arrondissement. Ça me tient chaudement à cœur. Sur ce, Mme Tocheva, je crois que nous pouvons passer au vote. Est-ce que le vote est demandé? Non. Bien, M. Hénault-Rattel inscrit sa dissidence et tout. C'est déjà noté. Donc, je propose appuyé par Mme Hassan Cournol. Le point 3002 est adopté. Merci beaucoup. On peut donc passer au point 70.01 sur la période de questions des membres du Conseil. Y a-t-il des questions? Monsieur Hénault-Rattel. Merci, M. le maire. J'ai 2 questions pour vous, donc je vais les poser en rafale et vous pourrez y répondre par la suite. Donc, ma première question qui porte sur le budget en tant que tel. Donc, quelles sont les coupures prévues dans les services à Tétroville? Et ma deuxième question, quels sont les projets prévus pour Tétroville dans le plan décennal d'immobilisation et pourquoi est-ce que le quartier est tellement sous-représenté dans le plan par rapport au pourcentage de la population de l'arrondissement? Merci. Oui, écoutez, ben, sur le déséquilibre, je pense que je viens de vous en parler, en fait. Je pense que vous devez regarder votre propre formation politique quand vous dénoncez le déséquilibre. Votre propre formation politique a proposé de construire pas un premier, pas un deuxième, un troisième gymnase dans Hochelaga-Maisonneuve, alors qu'il n'y en a aucun dans Mercier-Ouest et Mercier-Est. Donc, sur la question du déséquilibre, ça va me faire vraiment plaisir de regarder avec vous chacun des points de l'immobilisation, mais c'est vraiment important pour nous de vous dire que dans Mercier-Est, il y a eu une forte attention politique ces dernières années pour faire de tout nouveaux projets, tels que la sécurisation autour des écoles Saint-François d'Assise, Armand-Laveigne, Saint-Justin, de nombreux investissements sur la rue Hochelaga-des-Ormeaux. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'apprenais qu'il y a eu l'ouverture en pleine pandémie en 2021 sur la rue Hochelaga-Maisonneuve. Il y a eu 13 nouveaux commerces sur la rue Hochelaga et des Ormeaux dans Tétroville grâce à notre mobilisation
sur ce fabuleux axe commercial et on va continuer ce grand succès-là. On a investi pour le projet de la halte de Belle-Rive et on pourra bientôt reconnecter le parc adjacent à la promenade Belle-Rive, en faire un super projet en collaboration avec la Société d'animation de Promenade Belle-Rive avec qui nous avons d'excellentes relations. Et en plus de ça, on a officialisé avec la mairesse de Montréal une collaboration avec la Ville-Centre pour permettre aux gens de Tétroville de pouvoir se baigner à la promenade Belle-Rive, chose que vous-même avez dénoncée dans les médias pendant la campagne électorale. Donc, vivement les investissements dans Mercier-Est. Et pour ce qui est de la question des différentes restrictions de services, il n'y en a aucune qui touche particulièrement Tétroville. La liste a été présentée à Mme Alba Zuniga-Ramos et on a négocié ensuite elle et moi, et mon collègue, M. Caldwell, qu'est-ce qui était tolérable et qu'est-ce qui ne l'était pas. Ce qui ne l'était pas a été épongé par l'utilisation des surplus libres, chose que vous avez vous-même dénoncée. Donc, vous comprendrez, M. Hénoratel, qu'on ne peut pas à la fois dénoncer certaines restrictions budgétaires et dénoncer l'utilisation des surplus libres pour éponger ces restrictions-là. Donc, ça va me faire plaisir on va pouvoir continuer à regarder ça ensemble avec grand plaisir, M. Hénoratel. Je vois qu'il y aurait une question de la part de la conseillère Zuniga Ramos. La parole est à vous. Oui, merci. En fait, avant de poser ma question, je veux clarifier un point. Là, on n'a jamais négocié, vous et moi, quoi que ce soit avec respect là, en lien avec le coupure. Vous m'avez présenté certaines coupures, je vous ai fait part de mon opinion, mais il n'y a jamais eu de négociation en tant que telle. Je veux que ça soit clair pour les citoyens et citoyennes pour pas qu'ils soient mal informés à cet égard. Alors, et ma question, ça concerne aussi les coupures en tant que telles. Pouvez-vous clarifier de façon concrète quels sont les services qui seront affectés dans les districts de Louriel par les coupures que vous avez proposées dans votre budget, puisque vous en avez présenté quelques-unes, mais ça, à ma connaissance, ce n'est pas de la connaissance publique, et puis c'est des documents confidentiels, au moins que j'ai mal compris. C'est des restrictions de services qui ont été proposées et qui, notre directeur d'arrondissement vous a informé que la liste, je ne sais pas si elle vous a déjà été partagée ou elle était sur le point de l'être, mais vous avez quand même un engagement sérieux de la part de notre directeur d'arrondissement. Donc, vous pouvez faire confiance à notre direction d'arrondissement. Et sur ce, en effet, la question n'a pas été négociée formellement. Ce n'était pas une séance de négociation, c'était une séance d'échange. Où est-ce Merci que de clarifier la je vous question. ai... Oui, merci. Donc, on a été le plus transparent possible avec vous. On a réuni tous les directeurs pour vous faire la présentation de la situation, pour vous transmettre le plus d'informations pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions possibles. Suite à cette rencontre-là, on s'est rencontrés, vous et moi, et je vous ai même donné quelques jours pour me revenir suite à vos réflexions, suite aux documents qu'on vous avait présentés, et vous n'êtes pas revenu quelques jours plus tard comme on avait convenu, vous avez dépassé le temps qu'on avait convenu, vous et moi. Donc, ça va me faire vraiment plaisir de discuter de ce genre d'éléments-là, mais on continue de travailler avec une grande transparence et il n'y a pas de restrictions qui touchent particulièrement un district. Ce sont des restrictions pour s'assurer qu'il n'y a pas de mauvaises dépenses qui se fait dans l'arrondissement. C'est un élément important pour moi. Je crois beaucoup en la solidarité sociale, dans le partage des richesses, mais je crois aussi que la municipalité doit être efficace et fonctionnelle. Et donc, c'est très sain si, année après année, on se penche sur les questions des allocations de budget par direction. Et parfois, oui, il y a des restrictions à avoir et des réaménagements de budget. Donc, cela termine la période de... Madame Zuniga Ramos, la période de questions est terminée.
Donc, je ne sais pas pourquoi vous demandez la parole. Je suis désolée, mais vous n'avez pas vraiment répondu à ma question, à savoir de façon concrète, quels sont les services qui sont affectés dans le district? Madame Zuniga-Ramos, j'ai répondu à votre question, puis il n'y a pas de débat dans la période de questions. Ça a été très, comprends. très clarifié de la part de la greffière qui, elle aussi, vous a été très transparente avec le fonctionnement. Donc, j'ai répondu à votre question, mais si la réponse ne vous plaît pas, ça n'enclenche pas un débat. Donc, merci. On peut donc continuer l'ordre du jour avec le point 70.02, soit la levée de la séance. Donc, je la propose, appuyée par Mme Hassan Cournol. Et en même temps, je propose de reprendre la séance extraordinaire de 19 h. On pourrait donc passer, et c'est là que je regrette de ne pas avoir pris mon petit verre d'eau avant le conseil d'arrondissement. On pourra commencer donc, la reprise de la séance extraordinaire avec la déclaration des élus. On ira dans l'ordre traditionnel, mais je me réserverai de faire la déclaration finale. Donc, on va y aller dans l'ordre le même ordre que le dernier mandat, soit les conseillers de Louis-Riel, Maisonneuve-Longue-Pointe, Hochelaga et Tétroville, et j'irai ensuite. Donc, Mme Zuniga-Ramos, la parole est à vous. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue au conseil, à ce conseil d'arrondissement ce soir. Plusieurs d'entre vous ont exprimé à plusieurs reprises vos inquiétudes concernant la question de la sécurité dans les espaces publics du district de Louriel. Je pense, par exemple, à l'histoire racontée par la maman d'une jeune fille de 13 ans qui s'est fait suivre par un homme à sa sortie de l'autobus 197 au métro L'Angélil la semaine dernière. Je pense aussi à l'histoire racontée par les papas d'un jeune garçon de 11 ans qu'en allant prendre l'autobus dans les coins Sherbrooke et Trianon, voilà quelques semaines, s'est senti suivi par un homme très agressif. Il a dû courir et s'est réfugié dans le métro Radisson. Je pense aussi aux différentes femmes qui m'ont manifesté leur peur de marcher seules dans le district le soir. C'est vraiment inacceptable. De façon générale, les crimes se multiplient, les agressions continuent. Il s'agit d'une situation inquiétante qui doit être prise au sérieux avant qu'un drame n'arrive. Je sais que nos policiers, les agents de la STM et nos organismes communautaires font de leur mieux avec les effectifs et les budgets qu'ils ont pour répondre en fait à cette situation. Cependant, des mesures concrètes doivent être prises par l'administration actuelle des projets Montréal pour faire face à ces fléaux, tant au niveau de la ville-centre qu'au niveau de l'arrondissement. On a besoin de prendre des mesures de prévention. On a besoin d'investir dans nos organismes communautaires. On a besoin de diversifier et de mieux financer notre force policière. À 5 jours des élections, le 2 novembre dernier, Mme Plante avait indiqué sa promesse de recruter 250 policiers d'ici 2023, dont 80 d'ici la fin de janvier 2022, ce qui représente un ajout net aux effectifs du SPVM. Toutefois, cette semaine, nous avons appris que ces nouveaux effectifs promis viendront surtout combler les départs à la retraite. C'est que l'ajout net des policiers sera en fait limité. Juste en 22 jours, on a déjà une promesse brisée de la part de l'administration des projets Montréal. J'ajoute à celle-ci celle qui vient de se faire au niveau du budget. Aujourd'hui, on peut bien vouloir jouer avec les chiffres, offrir des réponses évasives, se cacher derrière des excuses. Mais la réalité est que les citoyens et les citoyennes du secteur méritent que leurs préoccupations soient prises au sérieux. Ils méritent de s'épanouir. Ils méritent de voir leurs enfants grandir dans un environnement sécuritaire. Pour cela, des mesures concrètes doivent être prises par l'administration actuelle des projets Montréal. Monsieur le maire, je me permets de prendre ces moments pour inviter votre administration à réfléchir sur la sécurité et sur la façon dont celle-ci devrait être améliorée dans les espaces publics du district de Louriel dans les prochains mois, avant qu'un drame n'arrive. Je veux collaborer avec votre administration pour améliorer la sécurité dans les secteurs, mais je m'attends aussi, mes citoyens s'attendent à des réponses concrètes et j'apprécie. Je vais encore une fois répéter le mot concrète parce que c'est ça qu'on cherche, pas évasive. Et je vous remercie pour votre temps. Si ça change d'ambiance, on change de conseillère, on change d'ambiance. Donc, Qu'est-ce que vous voulez dire par le commentaire, monsieur le maire?
On passe, des fois, je fais une petite blague entre certains commentaires. Je En tant que comprends. en tant que président de la séance, des fois, j'essaie d'alléger. Là, vous avez vu, les présentations, Je ne parfois, sais c'est un pas, c'est peu un sujet lourd. tellement sérieux que vous me comprendrez que je trouve votre blague un peu inappropriée avec respect. D'accord. Non, mais en fait, c'est que la conseillère de Louriel axait beaucoup sur les éléments positifs de son district dans ses déclarations. C'est ce que je voulais dire, mais je Mais pendant sa respecte campagne, je vous les éléments de je vous prise. réponds puisque vous avez rétorqué, pendant sa campagne, on a quand même dénoncé les aspects Oui. négatifs et le manque de sécurité dans le secteur à plusieurs reprises. Merci, Madame Zungarama. Je vous répondrai pendant la déclaration des élus. Donc, on va poursuivre dans la joie et l'allégresse avec la conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe. Merci, monsieur le maire. Alors, on va être justement plus concret. Ça fait à peine 2 semaines qu'on a été assermentés. On est déjà à pied d'œuvre et très à pied d'œuvre partout dans l'arrondissement et dans Maisonneuve-Longue-Pointe, où notamment on est en proie à des situations d'itinérance très importantes. On est constamment, quotidiennement même, aussi bien au central qu'à l'arrondissement, en lien avec les citoyens et avec les organismes, ainsi que nos partenaires institutionnels. Donc, retrousser nos manches, c'est quelque chose qu'on sait faire, qu'on connaît et qu'on fait bien. Je suis très, très contente de ce début de mandat. On a des nouvelles qui sont excellentes dans Maisonneuve-Longue-Pointe. Je pense notamment au projet pilote qu'on a annoncé ce matin d'espacement de la collecte de déchets. Donc, on va de l'avant pour la transition écologique. On est en train de poser des gestes forts, des gestes concrets, des gestes qui mettent à la fois l'arrondissement dans un rôle d'innovation en termes de transition écologique et des gestes qui vont amener l'arrondissement de l'avant. Donc moi, je suis très fière de ce qui est en train de se passer au niveau de l'environnement dans Maisonneuve-Longue-Pointe. C'est exactement pour ça que Projet Montréal a reçu un très, très fort mandat et une grande confiance de la part des citoyens aux dernières élections municipales. Alors, on va de l'avant, on est concret, on fait notre travail et on continue comme ça pour les 4 prochaines années. Merci, monsieur le maire. Merci, Madame la conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe. Maintenant, la parole au conseiller d'Hochelaga. Merci, Monsieur le maire. Très brièvement, le mois de décembre commence, le froid revient. Je veux saluer tout le travail de solidarité de l'ensemble de notre tissu communautaire d'Hochelaga-Maisonneuve qui vient en aide dans toutes les situations. Celle de l'insécurité alimentaire qui est un enjeu dans nos quartiers, spécifiquement dans le mien, de l'itinérance, de la sécurité des travailleuses du sexe, tous les travailleurs communautaires qui agissent dans ce domaine et de l'aide à la toxicomanie. C'est à l'approche de l'hiver, à l'approche du temps des fêtes, qu'on sent plus cruellement le besoin justement d'être solidaire avec les plus vulnérables. Et je sais qu'il y a une forte tradition dans nos quartiers de solidarité, d'entraide, et je sais que l'ensemble de la population est au rendez-vous justement pour soutenir ce tissu communautaire qui fait un travail formidable que je me permets de saluer encore une fois de plus. Donc, à l'approche des fêtes, comme je l'ai dit, comme l'hiver arrive, on ressent encore plus cruellement ce besoin de solidarité et je veux tout simplement le rappeler encore une fois aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur Caldwell. La parole va maintenant au conseiller de Tétroville. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce conseil d'arrondissement extraordinaire. Tout d'abord, je souhaite féliciter mes collègues pour leur réélection. C'est un réel bonheur et un honneur pour moi de prendre la parole ce soir en tant que conseiller de la ville pour le district de Tétroville. Je tiens à remercier les Tétrovillois et les Tétrovilloises pour leur confiance et je m'engage à les représenter au meilleur de mes capacités pour les 4 prochaines années. Mon mandat est d'abord et avant tout de défendre les intérêts des citoyens du quartier. Pour ce faire, je compte collaborer avec l'ensemble des membres du conseil, qu'ils soient de l'administration ou, comme moi, de l'opposition. À ce titre, je souhaite souligner la présence de ma collègue Alba Zuniga-Ramos, conseillère de ville de Louis-Riel. Ce sera un plaisir de travailler de concert avec elle pour le présent mandat. Le rôle de l'opposition est primordial dans une démocratie et nous comptons faire entendre la voix des citoyens qui nous ont élus. Je tiens à remercier l'ensemble des bénévoles qui ont été à mes côtés sur le terrain pendant des mois.
Sylvie, Joanne, Guillaume, Ariane, François, Anne, Franck, Chantal, Robert, Richard, Nathalie, Audrey, Geneviève, Alex et bien d'autres, vous vous reconnaissez et je vous dis un immense merci. Je tiens à souligner tout particulièrement le travail incroyable de notre directrice de campagne, Madame Francine Courtois, ainsi que ceux qui ont été présents tout au long de la campagne pour nous soutenir à différents niveaux, notamment Brandon, Sarah et Chantal. Je tiens aussi à remercier Karine. Karine Boivin-Roy est une femme dévouée qui a donné 8 années de sa vie pour le bien commun en tant que conseillère de Louis Riel. Malgré ce rôle, elle a toujours eu à cœur le bien-être des citoyens de l'ensemble de l'arrondissement et a d'ailleurs été présente à de nombreuses reprises pour les citoyens de Tétroville dans des dossiers qui les préoccupaient. Karine, ce fut un plaisir de faire campagne à tes côtés. Tu es un mentor exceptionnel et je te remercie pour tout ce que tu as fait. Finalement, je tiens à remercier ma famille qui a été présente pour moi tout le long de la campagne et qui m'a appuyé sans compter les heures. Sylvie, Sylvain, Laura et Louis, un gros merci. J'arrive dans ce nouveau rôle avec une vision claire de ce que je veux faire pour Tétroville. Pendant plus de 6 mois, mon équipe et moi-même sommes allés à votre rencontre. Nous avons discuté avec des dizaines d'organismes communautaires et de commerçants, et j'ai rencontré plus de 10 000 citoyens du quartier au courant de cette période. Mon plan de match est clair. Tel que promis en campagne, je compte travailler sur 8 éléments majeurs pour le quartier. Tout d'abord, je souhaite désenclaver le quartier, notamment par le déploiement d'un service de navette fluviale entre la promenade Belle-Rive et le centre-ville. Je compte travailler fort pour m'assurer que les parcs de Tétroville soient propres et sécuritaires, incluant des rénovations au parc Saint-Victor et au parc Pierre-Tétrault. Je souhaite aussi travailler à revitaliser l'offre commerciale du quartier en appuyant l'Association des commerçants. Je vais également travailler à débloquer les projets d'habitation et de logements sociaux du quartier, notamment le projet du Cinéma Paradis. Il est nécessaire d'avoir une approche de collaboration avec le promoteur du projet pour faire avancer celui-ci, chose qui était tout le contraire auparavant. Vous le savez, par mon passage en tant que trésorier à la Société d'animation de la promenade Belle-Rive, ce parc me tient particulièrement à cœur. C'est pourquoi je crois qu'il faut renouveler les manières de faire avec la SAPB et que l'administration municipale joue un rôle de collaboration à cet égard. Je souhaite également la mise en place d'installations sanitaires permanentes à l'est du parc et la création de percées visuelles sur le fleuve. Il faut également travailler un projet d'accès au fleuve qui soit en concordance avec les valeurs du parc, qui en est un de détente, de contemplation et de rassemblements familiaux. Un autre dossier incontournable et préoccupant pour bien des citoyens est celui du REM de l'Est. Tétroville est un quartier résidentiel et la CDPQ doit trouver des mesures d'atténuation qui répondent concrètement aux préoccupations citoyennes. La faisabilité d'un REM en souterrain se doit d'être étudiée et la ville devrait prendre ses responsabilités et réaliser des études techniques indépendantes pour statuer sur la faisabilité technique du REM en souterrain et les coûts afférents. Plusieurs éléments ont eu un impact dans ma victoire lors de l'élection. Bien sûr, il y a eu tout le travail sur le terrain qui a été effectué, mais il y a aussi des regroupements de citoyens insatisfaits qui se sont mobilisés. Je tiens donc à remercier la communauté italienne de Tétroville pour votre appui massif. Sachez que j'ai bien entendu vos préoccupations par rapport à l'éclairage et au parc, et je compte faire tout mon possible pour y remédier. Je tiens également à remercier les citoyens du Faubourg Contrecœur et de Station Est pour votre confiance, votre mobilisation et votre appui très clair lors de cette campagne. Votre message est incontestable. Vous êtes exaspérés que votre opinion ne soit pas entendue, qu'il soit question des problématiques liées au débit de l'eau, aux vibrations ou à la poussière, au manque de transport en commun ou à l'absence de commerce de proximité. Vous êtes tannés d'être pris pour acquis. Le dossier de la zone commerciale n'a pas abouti dans les 4 dernières années par idéologie politique de Projet Montréal qui veut forcer la vente de 40% du terrain pour y réaliser un parc et une piste cyclable. Sachez que pour moi, la réalisation de ce projet est une priorité et je ne retarderai pas le projet en parlant de tacos ou de gyros. De manière plus globale, les citoyens de Tétroville m'ont parlé de leurs enjeux en matière de sécurité. On a d'ailleurs vu encore récemment dans Tétroville des cas de vol de voitures, des vols de catalyseurs dans le secteur de Dubuisson, d'infractions à domicile dans le Faubourg Contrecœur, et c'est inadmissible. Les policiers font de leur mieux avec les ressources actuelles, mais une hausse de la présence policière sur le terrain est nécessaire. Un autre sujet majeur dont vous m'avez parlé
lors des élections et l'état des réseaux routiers. Vous êtes tanné de l'imposition de sens unique et de pistes cyclables sans consultation. Ces projets sont parfois nécessaires, mais le réseau routier doit être mis en place grâce à une gestion intelligente. Les pistes cyclables doivent être mieux intégrées dans leur milieu et l'état de la chaussée a besoin d'investissements majeurs. Ce n'est pas en enlevant des places de stationnement et en faisant tourner en rond les citoyens que nous allons réduire les émissions de gaz à effet de serre. Finalement, vous m'avez parlé de salubrité. Vous souhaitez une hausse des poubelles sur les axes commerciaux et dans les parcs, mais surtout une hausse du nombre de collectes. La situation est particulièrement critique en ces temps de pandémie, alors que de nombreux citoyens vont profiter de la nature dans les parcs. La ville se doit de s'adapter à cette hausse de l'achalandage. Il est particulièrement ironique que ce soit aujourd'hui que l'administration locale de Projet Montréal choisisse de mettre en place un projet pilote d'espacement des collectes d'ordures dans Tétroville, au nord de la rue Sherbrooke. Je suis tout à fait en faveur de la transition écologique, mais les citoyens méritent d'être consultés avant de se faire imposer des projets de cette nature qui viennent affecter leur quotidien. Il aurait été préférable d'aller de l'avant étape par étape avec un projet pilote graduel selon la taille des édifices et du nombre d'unités d'habitation, comme ce fut le cas à Ville-Saint-Laurent. Merci beaucoup et bon conseil. Bienvenue, M. Enouratel, à ce premier conseil. Je dois vous avouer que je suis déçu du changement de ton qu'on voit avec les déclarations des élus. Je pense que même si il y avait de l'opposition sur ce conseil lors du dernier mandat, les déclarations des élus étaient toujours un moment pour souligner les bons coups de la communauté, souligner vraiment le travail qu'on fait ensemble, qu'on fait en tant qu'élus aussi, pour souligner des bons coups, qu'on vote ensemble. Et là, on voit clairement un changement de ton. Et c'est bien sûr la liberté des conseillers du parti de l'opposition, mais c'est quand même triste parce que si cette manière de faire se poursuit, c'est ce que les citoyens vont entendre dès qu'ils vont se joindre au conseil d'arrondissement. Ils vont entendre des critiques pendant 5 à 10 minutes, alors que s'ils se déplacent virtuellement ou en présence pour le conseil d'arrondissement, eh bien, on aimerait rendre l'expérience, du moins un petit peu plus positive. Elle était positive. Bref, on sent un changement de ton que je déplore. Sur les critiques que j'ai entendues, parce que j'en ai entendu plusieurs, sur la question de la sécurité soulevée par la conseillère de Louriel, je suis conscient qu'il y a toujours du travail d'amélioration de la sécurité et le ressenti, les situations vécues par les citoyens sont réelles. Cela dit, dans le Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, et particulièrement dans le district de Louriel, les choses se passent globalement très bien quand on se compare à d'autres quartiers et d'autres villes nord-américaines. Et on ne doit pas tomber dans l'exagération en disant que la ville est à feu et à sang. Il faut faire extrêmement attention parce que, par exemple, oui, il y a eu des fusillades pendant la pandémie, mais Mercier-Hochelaga Maisonneuve a été très peu touché par ce type de violence. Donc, on va toujours être prêt à travailler pour améliorer le sentiment de sécurité. Ça va me faire plaisir de collaborer, mais je trouve ça quand même dommage que l'enjeu de sécurité publique, qui est principalement les principales critiques que j'ai entendues, moi, concernent la sécurité publique de la ville-centre, en fait. Et il y a 3 jours, en fait, la conseillère de Louriel pouvait poser ces questions directement à la mairesse Plante et directement aux responsables de la sécurité publique, au comité exécutif. Et elle a fait le choix de ne pas poser de questions. En fait, toute le parti de l'opposition a refusé de poser des questions lors du dernier conseil municipal il y a 3 jours. Et là, aujourd'hui, on apporte des enjeux de la ville-centre et on dénonce des éléments de ville-centre au conseil d'arrondissement. Donc, c'était une tradition que nous avions dans le dernier mandat que j'aurais aimé voir se poursuivre pour améliorer la collaboration. Mais en tout cas, moi, j'encourage la conseillère de Louriel, si elle a des critiques à faire à la sécurité publique à la ville-centre,
d'utiliser son droit de conseillère municipale lorsque c'est le temps au conseil municipal. Pour ce qui est de les éléments du Faubourg Contrecœur qui ont été soulevés par M. Hainaut-Rattel, eh bien, s'il avait suivi le dossier plus sérieusement, il aurait compris qu'il n'y aura plus de vote nécessaire pour les autorisations pour l'épicerie au Faubourg Contrecœur. Tout ça a déjà été voté, a été dit et redit et redit. Donc, depuis le mois de juin dernier, le projet particulier a été adopté au conseil d'arrondissement et nous attendions que la caisse, Sobeys attendait que la caisse de dépôt retire sa réserve foncière du terrain pour poursuivre ses travaux. Réserve foncière qui a été retirée par la caisse de dépôt et de placement. Donc, je comprends qu'il y a un certain travail partisan dans ce sens-là, mais il faut quand même dire les choses véritables. Le projet particulier, M. Hainaut-Rattel, a déjà été voté. Et on ne prévoit pas qu'il revienne au conseil d'arrondissement. Finalement, sur l'espacement, le projet pilote d'espacement des collectes, M. Hainaut-Rattel dénonce le manque de clarté, mais en fait, Ensemble Montréal était bien au fait du projet pilote, car l'élu d'Ensemble Montréal, lors du dernier mandat, a assisté à différentes présentations sur le projet d'espacement des collectes et elle ne s'y est jamais opposée. Donc, rien n'a été caché au parti Ensemble Montréal. Et dans le devoir, aujourd'hui, il y avait même son collègue, le maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, M. Alan de Souza, qui disait que le temps n'était plus au projet pilote, mais à l'action. Et il voulait faire la même chose que nous, on veut faire dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Donc, M. Hainaut-Rattel devrait peut-être parler à son collègue, le maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, qui est très fortement favorable à ce type de démarche et qui croit lui aussi que pour avancer, eh bien, il faut parfois innover. Sur le manque de communication, le conseiller de Hainaut-Rattel doit aussi comprendre que cette action-là découle du plan directeur de gestion de matières résiduelles qui a eu une consultation avec des centaines de citoyens, 167 dépôts de mémoire et rapports écrits, plus 7000 questionnaires remplis. Donc, il y a quand même eu une grande consultation au niveau de la Ville de Montréal. Il va falloir qu'on prenne l'habitude de se chronométrer, j'ai bien l'impression, mais rapidement, je tiens à souligner les 21 années extraordinaires que Mme Danielle Lacombe a travaillé au PITREM. Pendant 21 ans, elle a reçu hier avec moi et le député Richard Campeau, M. Hainaut-Rattel était là aussi, la médaille de l'Assemblée nationale. Et on est très fiers pour elle et on célébrait aussi les 30 ans du PITREM qui font un travail extraordinaire. Et je tiens à souligner aussi une belle activité du comité de surveillance de l'Ouvriel au parc Francesca Cabrini. Avec notre soutien financier et technique, eh bien, on a inauguré des panneaux d'interprétation avec une contribution financière de 8 700 $ de l'arrondissement. Donc, on continue à soutenir nos organismes, à soutenir les acteurs positifs dans l'arrondissement parce que l'arrondissement et la ville ne pourront pas tout faire par nous-mêmes. On a besoin de gens qui se mobilisent et avec le comité de surveillance pluriel, avec le PITREM, ces acteurs formidables, avec M. Victor à la présidence du comité de surveillance pluriel, Mme Lacombe, qui laisse la direction générale à Mme Véronique Lalonde, que je félicite aussi pour sa nouvelle nomination. Mais moi, je veux travailler avec ces gens extraordinaires-là qui font avancer notre communauté. Je suis très fier de les compter parmi nos partenaires. Sur ce, je termine ma déclaration des élus et nous allons poursuivre avec l'ordre du jour. Donc, je vais me retrouver dans tout ça. Je vais vous aider. Merci, Mme Tocheva. On est donc dans la période de questions des citoyens au point 10.04. On a donc M. Villandré qui va porter la voix des citoyens pour poser leurs questions. M. Villandré.
Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Une première question de Madame Debbie Skabilis. Bonsoir. Félicitations à tous les élus et tous les élus. La neige arrive à petits pas. Le ramassage de la neige forme des petites collines sur les voies réservées sur le boulevard Langelier, ne permettant pas aux autobus, taxis ou bicyclettes de circuler dans ces voies. Pourquoi alors l'obligation de déplacer nos voitures stationnées entre les collines de neige existantes si l'autobus ne peut y circuler? Serait-il dès lors possible de laisser les voitures stationnées jusqu'au déblaiement complet sans avoir de contravention? Merci. Merci, Madame Scalis, pour votre question. On est constamment dans un processus d'amélioration continue. Je tiens à souligner, en fait, l'extraordinaire nomination de mon collègue d'Hochelaga, le conseiller de ville Éric Allen Caldwell, à la présidence de la STM. Ses connaissances extraordinaires en termes de mobilité, de transport à la ville de Montréal. On se rappelle les importantes responsabilités qu'il a eues lors du dernier mandat. Avec ces enjeux-là et aussi les enjeux d'urbanisme, eh bien, l'ont amené à la présidence de la STM et c'est une excellente nouvelle, je pense, pour l'arrondissement et le suivi des dossiers. Sur la question spécifique de Langelier, eh bien, puisqu'on est constamment dans un processus d'amélioration continue, eh bien, on avait remarqué l'enjeu que vous nommiez, Mme Scalis, là, sur les andins de neige qui créaient des problèmes pour la circulation des autobus. Donc, il y a eu une modification du marquage depuis l'hiver dernier qui permet maintenant que s'il y a des andins de neige, eh bien, les autobus vont quand même pouvoir passer. Donc, la neige cet hiver ne devrait plus réduire le passage des autobus dans le secteur, ce qui va grandement améliorer la situation. Et s'il y a d'autres éléments à améliorer sur le dossier, bien, on va le faire avec grand plaisir. Merci pour votre question. Monsieur Villandré? Oui, donc une question de Gaël Tandol. Bonjour, voici la question que j'aimerais poser. Le financement des organismes en charge de s'occuper des itinérants résidents au refuge Royal Versailles est visiblement insuffisant au vu de l'insécurité encore présente aujourd'hui dans le quartier, bien qu'un financement avait déjà été accordé et une table de concertation mise en place. Question principale. Quels sont les mécanismes de contrôle qui seront mis en place pour s'assurer que le budget accordé va rétablir la sécurité dans notre quartier? Question secondaire. Quels sont vos engagements pour soutenir les organismes en charge du refuge Royal Versailles pour s'assurer qu'ils ont les ressources et le personnel suffisant? Merci. Merci pour votre question. Puisque le refuge du Royal Versailles se trouve sur le territoire de la conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe, j'offrirai. Est-ce que vous souhaitez répondre à la question? Oui, je vais répondre à Mme Tandol. Merci, Monsieur le maire. Allez-y, Mme Hassan-Cournol. Alors, merci Madame Tandol de votre question. Vous le savez, on est extrêmement préoccupé par ce qui se passe en termes de cohabitation et d'itinérance dans Maisonneuve-Longue-Pointe. On est, et je l'ai dit précédemment, en lien constant avec les organismes du quartier et particulièrement CARE, qui est la ressource autour du Royal Versailles. Alors, on ne chôme pas, on continue à soutenir les organismes qui sont on ne peut plus occupés, on ne peut plus dévoués, qui font un travail absolument exemplaire dans des conditions, on le sait, difficiles. Et à cet effet, au prochain budget de la ville de Montréal, et c'était un engagement qu'on avait fait, le budget à l'itinérance va être doublé, donc passant de 3 millions à 6 millions de dollars par an. Au niveau de l'arrondissement, on continue à soutenir les organismes de front. On le fait évidemment à CARE, mais on le fait aussi à d'autres ressources comme l'Anonyme, qui s'occupe aussi de la gestion de la cohabitation avec le programme Tandem. Et ces 35 000 dollars qu'on a accordés très, très récemment au comité exécutif, la semaine dernière, on a de nouveau soutenu l'organisme CARE, donc la ressource autour du Royal Versailles. Et c'est de l'argent qui va être octroyé notamment pour une brigade spécialisée avec des intervenants et des pairs aidants qui vont agir pour les personnes qui sont bénéficiaires de la ressource, mais également pour la bonne cohabitation dans le quartier.
Et évidemment, en plus des ressources communautaires qui sont à pied d'œuvre, il y a également le SPVM qui est sur le front. Et j'en ai déjà parlé, mais il y a notamment la brigade EMIC, dont les appels ont doublé. Donc, la brigade EMIC, c'est une brigade spécialisée qui intervient à la fois avec le SPVM, l'ASTM et la Société de développement social. Les appels ont doublé, les effectifs vont être augmentés. Donc, c'est vraiment sur tous les fronts qu'on est en train d'agir. Et nos partenaires sont extrêmement infatigables. On leur en est extrêmement reconnaissants et font un travail à toute épreuve. Donc, je tiens de nouveau à les saluer et à leur assurer qu'ils auront toute notre coopération, évidemment. Merci, Madame la conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe. Monsieur Villandré, prochaine question, s'il vous plaît. Question de Geoffrey Rollet. Bonjour. Le refuge Royal Versailles continue de faire parler de lui. Les crimes se multiplient, les agressions continuent. Rien ne change depuis juillet 2020. Nous sommes encore chanceux de ne pas avoir vécu de drame, mais la question n'est pas de savoir si ça va arriver, mais quand. Considérant des preuves accablantes en ce qui concerne l'absence quasi totale de la municipalité de mener à bien une de ses obligations légales concernant l'assurance de la sécurité des citoyens, considérant que la date du 31 mars 2022 était connue depuis juin 2021 par l'administration en place. Il est dorénavant nécessaire d'assurer aux citoyens que la date du 31 mars 2022 sera la date de fermeture de ce refuge et ne sera pas reportée quel que soit le prétexte. Je demande à ce que l'administration confirme aux citoyens résidents que cette date sera respectée. Allez-vous respecter cette date pour faire fermer ce refuge temporaire pour les itinérants? La réponse attendue se traduirait sans fioriture par un oui ou un non. Merci, M. Rollet, pour votre question. Peut-être vous avez accès à des sources policières très mises à jour là, dans ces dernières heures ou derniers jours. Cela dit, les dernières mises à jour que j'avais reçues de la part du poste de quartier 48, c'est qu'il n'y avait pas d'augmentation de crimes. Il y avait, oui, une augmentation de l'insécurité. Oui, il y avait des gens qui parfois pouvaient avoir une attitude qui augmentait le sentiment d'insécurité, mais l'augmentation de crimes n'avait pas été constatée par le poste de quartier et je vous invite à revenir poser la question au prochain conseil d'arrondissement qui aura lieu le 13 décembre. Je vais m'assurer que le représentant du poste de quartier ait une mise à jour sur la situation du nombre de crimes dans le poste de quartier 48. Mais aux dernières nouvelles, il n'y avait pas d'augmentation. Mais je peux comprendre toutefois qu'il y a un sentiment d'insécurité, il y a des comportements que les gens dans le secteur ne voyaient pas auparavant et que ça peut être choquant, ça peut être dérangeant lorsqu'on les vit et tout crime doit être dénoncé au 911. Comme le disait ma collègue Hassan Cournol, les ressources ont été augmentées tant au niveau communautaire qu'au niveau policier, qu'au niveau intervention socio-policière, comme le demande entre autres aussi Mme Zuniga Ramos. Eh bien, c'est ça qu'on fait. Ensuite, je dois vous corriger, M. Rollet, vous amener des informations qui ne sont pas justes. Vous dites que l'arrondissement savait que la date du 31 mars 2022 était connue depuis juin 2021. Eh bien, on l'a dit et redit, mais je vais le redire encore une fois. J'espère que c'est que vous ne l'aviez jamais entendu. J'espère que vous allez me croire. C'est peut-être la première fois que vous allez l'entendre, mais ça fait souvent que je le dis. J'ai appris dans les médias l'ouverture du Royal Versailles comme refuge pour itinérants. C'est une décision du ministère de la Santé. Lorsque nous l'avons appris, on s'était fait dire par le ministère de la Santé que le bail se continuait jusqu'au 31 octobre. Et jusqu'à aujourd'hui, le bail se termine au 31 décembre. La décision vient du ministère de la Santé.
Donc, lorsque vous nous demandez allez-vous respecter cette date pour fermer ce refuge temporaire? Eh bien, puis vous voulez une réponse claire, mais la réponse, c'est pas moi qui l'a. La réponse, c'est M. Carman, ministre délégué à la Santé et Services sociaux. C'est lui qui a la réponse. C'est de son bureau que vient la demande de l'ouverture du Royal Versailles. Et nous, lorsqu'on l'a appris, on essaye de travailler du mieux possible à la cohabitation, comme la conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe l'a dit un peu plus tôt, avec tous les efforts qu'on démontre. Donc, merci, M. Rollet, pour votre question. Madame Zuniga-Ramos, vous avez une intervention, c'est à Oui, propos de... oui, en fait, je voulais juste confirmer avec la greffière, quand on a des appels, quand on trouve qu'il y a quelque chose qui est en dehors de l'ordre du protocole, c'est comment qu'on fait ces interventions-là? Je m'excuse, c'est la première fois que j'ai à faire l'intervention, alors je voudrais comprendre si jamais on veut faire un appel à l'ordre, si ça se fait, si c'est prévu dans le règlement. Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Vous voulez savoir s'il y a un article qui précise Mais en fait, si je veux me permettre, si jamais il y a des commentaires qu'on trouve qui sont non appropriés ou une façon de parler aux citoyens qu'on trouve qui n'est pas l'approprié, quand on personnalise les réponses et qu'on attaque un peu un citoyen, est-ce qu'on peut, en tant que conseiller, on peut intervenir pour que cela arrête et que la personne qui n'est pas présente pour se défendre puisse au moins avoir le droit de ne pas que ça continue pas? Il y a les règles qui sont pour tout le monde, que le langage utilisé doit être respectueux et qu'il n'y aura pas d'injures ou des attaques. Mais est-ce que j'ai du Je- mal à OK. comprendre Je vous votre donne question? Parfait. Je vous donne un exemple. Alors, quand monsieur le maire parlait à monsieur, je pense que c'est monsieur Geoffrey Guelet, qu'il parlait du fait que peut-être que monsieur ne se rappelle pas ou peut-être que monsieur a des informations, quand il a inféré des choses de la part du citoyen sans le savoir parce qu'on ne le sait pas. Est-ce que c'est des choses qui sont permises ou parce que monsieur n'est pas là pour se défendre? Et quand on répète à plusieurs reprises, on espère que les citoyens a compris. C'est comme si on voulait dire qu'il n'écoutait pas ou qu'il n'est pas au courant des choses. Alors, je veux juste, pour la prochaine fois, en fait, avoir un petit peu plus de respect, je le demande envers les citoyens qui posent leurs questions parce qu'ils posent des questions sérieuses sur les questions de la sécurité. Ça prend du courage pour poser ces questions et puis se faire parler de façon paternaliste ou de cette façon-là, je trouve avec respect que ça peut être inapproprié. Je tenais à le souligner. Oui. Madame Zuniga-Ramos, peut-être que vous pourrez rencontrer la greffière pour raffiner votre compréhension du règlement. Cela dit, je ne crois pas qu'il y a rien qui interdisait mon commentaire. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a rien qui me manquait de respect envers qui que ce soit lorsque j'ai répondu. On a répondu souvent à plusieurs personnes mobilisées sur la question du Royal Versailles, que l'arrondissement, nous l'avions appris dans les médias au mois de juillet, et que c'était le ministère de la Santé qui était responsable du bail. On l'a dit, redit, redit. Donc, on le redit encore une fois ce soir, et j'espère que ma parole sera considérée comme véridique lorsque j'en parle. Madame Ramos, on ne va pas poursuivre là-dessus. C'est la fin de la période de questions. Et c'est l'information qu'on a donnée lors de la séance du 30 septembre aussi. Donc, on va poursuivre l'ordre du jour. Madame Tocheva, on serait donc rendu au point 20.01. Merci, Monsieur le maire. Donc, accorder des contributions financières non récurrentes aux deux organismes désignés dans le sommaire décisionnel, totalisant la somme de 18 650 $ pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux pour la réalisation du projet Brigade Neige 2021-2022. Approuver les conventions à cette fin et affecter une somme de 18 650 $ provenant de surplus de l'arrondissement à cette fin. Je propose appuyé par Madame Hassan Cournol, 40.01.
Avis de motion est donné par M. Pierre Lessard-Blais qui sera présenté à une séance subséquente du Conseil d'arrondissement le règlement sur les tarifs exercice financier 2022. Il y a l'adoption d'un projet, donc j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur, M. le maire. Je propose appuyé par M. Caldwell, 40.02. Avis de motion est donné par M. Pierre Lessard-Blais qui sera présenté à une séance subséquente du Conseil d'arrondissement le règlement sur la taxe relative des services exercice financier 2022 visant à imposer à compter de 1er janvier 2022 une taxe à tous les immeubles de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Je propose appuyé par Mme Hassan Cournol, 40.03. Avis de motion est donné par M. Pierre Lessard-Blais qui sera présenté à une séance subséquente du Conseil d'arrondissement le règlement autorisant un emprunt de 6 155 000 $ afin de financer les travaux de voirie, d'éclairage et de signalisation. Je propose appuyé par Mme Hassan Cournol, 40.04. Avis de motion est donné par M. Pierre Lessard-Blais qui sera présenté à une séance subséquente du Conseil d'arrondissement le règlement autorisant un emprunt de 15 209 000 $ afin de financer les travaux de protection des immeubles. Je propose appuyé par M. Caldwell, 40.05. Avis de motion est donné par M. Pierre Lessard-Blais qui sera présenté à une séance subséquente du Conseil d'arrondissement le règlement autorisant un emprunt de 1 235 000 $ afin de financer l'acquisition de petits équipements, de livres et des équipements informatiques. J'ai entendu une prise de parole, mais je ne vois pas de main. Donc, Je suis désolée, c'était par mégarde. OK, génial, merci. Je propose appuyé par Mme Hassan Cournol. On passerait donc au point 70.01, soit la période de questions des membres du Conseil. Donc, la première personne ayant levé la main, c'est M. Enoratel. Donc, la parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Écoutez, question pour vous par rapport au dossier relatif à l'espacement de la collecte des ordures. Je peux vous confirmer que j'ai bel et bien parlé à mon collègue de Ville-Saint-Laurent avant d'intervenir sur le dossier, étant le premier arrondissement à mettre en place ce type de projet pilote. Écoutez, ma question va comme suit. Pourquoi est-ce que les citoyens n'ont pas été consultés avant de se faire imposer un projet pilote de la sorte qui vient exacerber leur qualité de vie? Excusez, Oui. question de règlement, excusez-moi, M. Enoratel. Oui. La période de questions des membres, Mme Tocheva, la période de questions des membres du Conseil ne doit-elle pas se référer au point qui était discuté sur l'ordre du jour? Ou c'est sur n'importe quel sujet? Sur n'importe quel sujet OK. d'ordre général. D'accord. Excusez-moi, M. Enoratel, continuez. Il n'y a pas de problème. Donc, comme je le disais, j'ai recommencé le début de ma question. Pourquoi est-ce que les citoyens n'ont pas été consultés avant de se faire imposer un projet pilote qui vient exacerber leur qualité de vie, déjà amoindrie par le désert alimentaire qui leur est imposé par Projet Montréal depuis quelques années? Et bon, vous parlez de collaboration entre nos deux équipes depuis maintenant le premier conseil de ce mandat. Je trouve quand même particulier, si vous permettez, que l'annonce aux médias a été effectuée avant même qu'on m'informe de ce type de projet-là, étant le conseiller de Tétroville. Je trouve que c'est une drôle de manière de faire de la consultation auprès de l'élu du quartier et auprès des citoyens en question. Merci. Merci, M. Enoratel. En effet, quand il y a toujours un moment lorsqu'un élu arrive où est-ce que les choses arrivent assez rapidement parce que la ville, elle, continue ses activités. Et particulièrement dans votre situation qui n'est pas absolument pas là, qui n'est pas une situation qui était demandée de votre part, mais il y a quand même eu recomptage parce que la situation était extrêmement serrée dans le district de Tétroville. Là. Tantôt, on disait que vous l'aviez emporté allègrement. C'était assez serré pour qu'un juge décide qu'il y ait un recomptage. Donc, ça a été très serré. Dès que vous êtes arrivé, on a organisé là, une pléthore d'organisations. On a essayé d'amener le plus possible de directeurs à votre disposition pour partager différentes informations. Mais vous comprendrez qu'un tel projet se planifie quand même. C'est planifié depuis 2 ans.
Il s'implique, en fait, un petit peu moins de 2 ans, en fait, mais il s'intègre dans le plan directeur de gestion des matières résiduelles de la Ville de Montréal, qui a été un plan directeur qui est une énorme consultation publique pour toute la Ville de Montréal. Il y a eu 167 avis écrits déposés et avis oraux et écrits, et il y a eu un questionnaire qui a été répondu par 7000 citoyens. Donc, une fois que la rédaction de ce plan était terminée et qui a été adopté par la Ville de Montréal, eh bien, ce qui en faisait partie, c'est un projet pilote tel que l'arrondissement s'est porté volontaire. Donc, l'élément consultatif a été porté par la Ville de Montréal parce que c'est une initiative de la Ville de Montréal. Écoutez, c'est un projet avec lequel on a été très transparent avec l'équipe d'Ensemble Montréal. Je suis désolé si vos collègues d'Ensemble Montréal ne vous en ont pas avisé, mais la conseillère de Louis Riel d'Ensemble Montréal était entièrement consciente des démarches qui avaient cours. Elle avait eu une présentation sur la chose, voire quelques-unes, mais je sais au minimum une. Et donc, s'il n'y a pas eu passage d'information, je suis désolé pour vous, mais vous venez d'être élu, donc je n'allais pas vous appeler l'année passée, on ne savait même pas que vous vous présentiez. Donc, il y a aussi là, un élément d'urgence que vous devez prendre en compte. Premièrement, le site d'enfouissement de Lachenay à Terrebonne, qui reçoit 95% des déchets de la Ville de Montréal, eh bien, il va arriver à son usage complet. Là. Il va commencer à déborder quelque part entre 2026 et 2030. C'est très rapidement. Là. Quand on garde en tête qu'un contrat de gestion de déchets dure en général 3 ans, là, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de temps pour réduire le nombre de déchets qu'on doit produire à Montréal. On produit, le Montréalais en moyenne produit 1000 livres de déchets, 460 quelques kilos par année de déchets. Et le pire dans tout ça, c'est que seulement 18% de ces déchets-là sont vraiment des déchets. Le reste, c'est tout réutilisable, revalorisable. 57% de ce qui est dans nos déchets, c'est des matières organiques, donc des résidus verts et du compostage. Donc, on doit agir, et on doit agir rapidement. Parce qu'on n'a pas seulement le problème du site d'enfouissement qui se remplit à Terrebonne, et on l'a vu, là, les élus de Terrebonne, ce printemps, ils ont dit on n'a pas envie de devenir la plus grande poubelle du Québec. Là. Si le site d'enfouissement est rempli, il va falloir soit l'agrandir et détruire des espaces verts ou ouvrir un nouveau site d'enfouissement dans le Grand Montréal. Donc, on doit non seulement s'attaquer à la crise du site d'enfouissement, mais aussi à la crise climatique. Vous comprendrez, M. Hénault-Rattel, je comprends que vous auriez peut-être voulu une deuxième consultation par-dessus la consultation, mais maintenant, on doit agir. C'est ce que dit M. Alan de Souza, le maire de l'arrondissement de votre formation politique. On n'est plus à l'heure des projets pilotes, on est à l'heure de l'action. Donc, même pour lui, on va passer vite. Donc, moi, je comprends toutefois que ça crée des préoccupations pour les citoyens et que ça crée des changements d'habitude. C'est pour ça aussi qu'on lance la campagne d'information 3 mois avant le début du projet pilote. Cette campagne d'information-là, il va y avoir plusieurs envois chez les citoyens, au moins 3 vagues. Ensuite, on a aussi une ligne téléphonique dédiée, un courriel dédié. On va avoir la possibilité d'avoir des visites conseils à domicile pour expliquer aux gens comment gérer leurs déchets, la gestion de leur compostage. On va avoir un employé supplémentaire qui va être sur le terrain à temps plein, attitré juste au projet pilote. On va avoir une équipe volante pour assurer la propreté. Et on va même avoir des ensembles zéro déchet pour les gens qui veulent aller plus loin dans leur réduction de déchets. Donc, on est très, très conscient là, que ça crée des préoccupations chez certains citoyens. On va accompagner
les citoyens dans tout ça. On le fait avec sérieux, c'est pour ça qu'on le fait autant en amont. On se prend 3 mois à l'avance, mais l'heure est aussi à l'action à cause de la crise climatique et à cause que notre site d'enfouissement va bientôt déborder. Donc, je comprends que pour vous, c'est une entrée rapide en politique, que vous auriez aimé que ce soit plus progressif comme processus. Je suis désolé pour vous. Je sais que c'est intense d'arriver dans une telle situation. Cela dit, la Ville doit agir et on va le faire avec empathie et accompagnement du citoyen. Merci, M. Enoratel. Madame Zuniga Ramos, la parole est à vous. Parfait, merci. J'ai 2 questions en fait. Je vais commencer avec la première et puisque l'heure est aussi à l'action en termes de sécurité, je me permets de parler, avec une question là-dessus. Je pose la question dans le conseil d'arrondissement parce que dans ma déclaration, j'ai donné des exemples qui concernent l'arrondissement. Je vais vous les répéter en tant que préambule pour m'assurer qu'on comprenne bien que c'est des choses qui arrivent dans mon district et aussi dans l'arrondissement. Je vous donne l'exemple de la maman d'une jeune fille de 13 ans qui s'est fait suivre par un homme à la sortie de la rue 199 au métro L'Angélique, qui se trouve dans mon district, qui se trouve dans MHM. Je vous donne l'exemple aussi de l'histoire racontée par les papas d'un jeune garçon de 11 ans qui, en allant prendre l'autobus dans le coin de Sherbrooke et Trianon, qui se trouve dans MHM, voilà quelques semaines, s'est senti suivi par un homme très agressif. Alors, c'est la raison pour laquelle je me permets de poser et de parler de sécurité à MHM puisque ça concerne mon district et ça concerne l'arrondissement. Alors, dans cette lignée-là, je me permets de vous demander si vous avez des mesures concrètes, si vous et votre administration, que ce soit tant à la ville-centre ou au niveau local, puisque je vous donne des exemples locaux, comptent adopter, quelles sont en fait les mesures concrètes que vous comptez adopter dans le présent mandat pour améliorer la sécurité des citoyens concernés, ainsi que pour prévenir les incidents violents qui ont été mentionnés tant pour moi que par mon collègue Enol Rattel dans Tétroville, dans l'Uriel, dans les espaces publics de ces 2 districts-là en particulier. Et la deuxième question, puisque je pense que je dois les poser l'une après l'autre, au moins que je me trompe, Madame Tocheva. Oui, Non, c'est toi. Oui, je dois OK, parfait, merci. Je vous avais écrit, j'avais fait mes devoirs pour savoir comment ça fonctionnait. Alors, je n'aurais pas besoin de vous rencontrer en personne, mais merci de la suggestion, Monsieur le maire. Alors, Monsieur le maire, pouvez-vous confirmer s'il y a un plan de relocalisation du refuge dans les Royales Versailles? Et s'il y a un plan, est-ce que ça va pouvoir être présenté aux citoyens et citoyennes? Je comprends que c'est un enjeu qui touche le provincial et que le provincial gère en partie, mais je me permets de rappeler que la Ville a aussi un devoir au niveau de la Charte de s'assurer de la sécurité et du bien-être des citoyens. Et alors, dans ce sens-là, je me pose la question si vous êtes au courant de l'existence d'un plan de relocalisation du refuge. Et on est tous au courant avant que je vous dévance. Je ne voudrais pas me faire me faire dire que je ne tolère pas l'itinérance ou ces choses-là. J'en suis très, très sensible, mais je vous pose plutôt la question concernant les plans de relocalisation. Oui, donc merci pour votre question. Sur la question de la sécurité publique, les éléments que vous nommez sont très malheureux, sont dramatiques et je ne minimise absolument pas la portée de ces incidents-là. Je crois qu'ils méritent d'être dénoncés au SPVM. J'espère que les gens en ont parlé au PDQ, ont appelé le 911 parce que c'est le PDQ, en recevant ces plaintes-là, qui peuvent ajuster les patrouilleurs de jour, de nuit, cumulent les plaintes avec leurs patrouilleurs sur la rue et peuvent ajuster leur patrouille. Et notre collaboration est très bonne avec les commandants de PDQ 23 et 48. Mais bien sûr, c'est leur expertise de savoir sur quel coin de rue placer quel patrouilleur dans le contexte de séparation de l'État, du gouvernement et de l'application des forces policières. Eh bien, la police a quand même une certaine indépendance. Donc, on va bien sûr, assurez-vous que ces informations-là sont contactées, sont transmises aux policiers. Ils vont faire un travail sérieux et rigoureux là-dessus.
pour le sentiment de sécurité en général. C'est pour ça qu'on continue de travailler avec le programme Tandem, en fait. C'est pour ça qu'on souhaite que lorsqu'on s'assure, par exemple, lorsqu'il y a eu des vols de parties de voitures, Tandem a pu se promener à travers les secteurs pour sensibiliser le voisinage, donner des trucs pour ne pas être victime de ces vols-là. En plus de la présence policière, nous, l'arrondissement, on finance Tandem. On l'a même mis dans la présentation sur le budget, ça fait même partie de nos objectifs de l'arrondissement, en fait. Donc, la sécurité urbaine, pour nous, est extrêmement importante, puis est aussi importante. Il faut garder en tête là, que la sécurité urbaine, c'est aussi beaucoup la sécurité autour des écoles. On sait qu'à travers le Québec, moi, je pensais que c'était 2, mais on m'a avisé dernièrement que c'était jusqu'à 4 enfants par jour qui se faisaient frapper autour des écoles. Il y a plusieurs enjeux de sécurité aussi autour des écoles auxquels on doit s'attaquer. Donc, toute la question de la sécurité est extrêmement importante. Pour ce qui est du fameux Royal Versailles, ce n'est pas l'arrondissement ni la ville de Montréal qui signe le bail du Royal Versailles pour l'organisme CARE. C'est le ministère de la Santé. Donc, le responsable politique, c'est le ministre Lionel Carman. Donc, jusqu'à maintenant, nous, ce qu'on a comme indication, c'est que Québec a renouvelé le bail du Royal Versailles jusqu'au mois de décembre. Cela dit, on commence à être habitué aux surprises dans ce dossier-là. Donc, nous, à l'arrondissement, dans nos actions de cohabitation, que Mme Hassan Cournol a nommé tantôt, soit avec le comité de bon voisinage avec la table de quartier, le financement de 35 000 $ qu'on a donné à Tandem pour une plus grande présence sur le terrain et la cohabitation, avec leur expertise de cohabitation, dans le projet avec de 92 000 $ qu'on a donné à CARE pour qu'il y ait une meilleure présence sur le terrain d'intervention et de cohabitation, en plus des équipes spécialisées pour le PDQ et la STM sur l'intervention sociale, eh bien, on agit énormément pour le sentiment de sécurité dans le secteur, même si on sait que ce n'est pas toujours facile. Mais cela dit, Madame la conseillère, c'est le gouvernement du Québec qui renouvelle le bail et nous n'en sommes pas responsables. Et non seulement on n'en est pas responsable, mais je l'ai appris dans les journaux. Donc, pour le moment, nous, on travaille avec l'hypothèse que le refuge va être maintenu jusqu'au 31 mars, mais on n'en sait rien et on a bien hâte d'en savoir plus. Donc, merci pour votre question. Maintenant, une intervention du conseiller de Hochelaga. Merci, Monsieur le maire. J'aurais à mon tour une question, et je dois dire c'est une première, là, j'entame ma 9e année comme élu de Merci Hochelaga-Maisonneuve, très fier de l'être, et c'est la première fois que je pose une question à cette période de questions. Donc, je remercie mes collègues d'avoir parti le bal à tel point qu'ils m'ont interpellé, et ce qui m'amène à leur poser à mon tour une question. Monsieur Hénaud Rattel, j'avoue que quand je vous ai entendu dire que le projet de collecte exacerbait la qualité de vie, j'ai été assez surpris. À tel point que j'ai ressorti mon nouveau petit Robert ici. À vrai dire, il n'est pas si nouveau que ça. J'ai vérifié la date, il vient de 1994. Je l'ai acheté quand j'avais 20 ans, ça trahit mon âge. Mais bref, exacerbé, je trouvais que le terme était très fort, donc j'ai voulu vérifier. Donc, c'est rendre plus aigu, porter à son paroxysme, rendre plus violent, plus acerbe. Ça m'a étonné parce qu'il me semblait qu'il y avait cette charge-là dans le mot exacerbé. Et quand on reconnaît que d'autres villes à travers le Québec, un arrondissement comme Saint-Laurent, a voulu tester ce mode de collecte-là dans une optique de développement durable, de dire que ça exacerbe la qualité de vie, j'avoue que ça m'a grandement surpris. Et avec un tel discours, ça ferme la porte à toute avancée. On ne peut pas dire que ça exacerbe et après dire
que ça pourrait être une bonne idée, que ça pourrait être une bonne idée ailleurs ou ici. Donc, je vais vous donner l'occasion de m'expliquer pourquoi ça exacerbe la qualité de vie et comment, donc, si vous considérez que dans un tel contexte, c'est impossible à réaliser. Oui, vous avez été J'imagine que j'ai interpellé, droit oui, à allez-y. répondre. Oui, Très oui, bien. je vous en donne le droit, allez-y, M. Nouratel. Merci, très bien. Ben, écoutez, je maintiens le propos que j'ai tenu et je pense que j'ai expliqué tout à l'heure le fond de ma pensée par rapport à ça. Je l'ai dit que j'étais tout à fait en faveur du plan de transition et tout ça. Ce que j'ai dénoncé, c'est l'absence de consultation et que ça soit imposé à un district avec des personnes qui ne l'ont jamais été consultées. Je comprends que M. le maire parle d'une consultation qui a reçu de mémoire 147 mémoires et qu'il y aurait eu 7000 citoyens qui auraient participé. Sur l'ensemble des je ne sais pas combien de millions de citoyens qu'on est à Montréal, je ne suis pas certain qu'il y a un seul citoyen visé par le projet pilote en ce moment qui a participé à la dite consultation. Donc, effectivement, je juge que c'est tout à fait imposé comme projet et c'est ce que j'ai dénoncé. Merci. Merci beaucoup. Donc, cela, laissez-moi retrouver mon document avec mon trop grand nombre. C'est ça qui arrive quand j'ai des présentations en plus. Bon, ça y est, je pense que je l'ai perdu. Madame Tosheva, je crois qu'on en était au dernier point, soit la levée de la séance. C'est bien ça? Oui. Génial. Donc, sur ce point, je lève la séance. Merci à tous les citoyens, tous les élus, tout le personnel administratif qui est avec nous. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Bonne soirée tout le Merci, bonne monde. soirée. Merci Merci, bonne beaucoup. soirée. Merci beaucoup.